Ce soir, donc j'aurai avec moi, comme vous l'avez dit François, donc il y aura avec moi Jean Gauthier qui sera là pour vous poser quelques questions. Sur Radio Vie Lumière, donc comme son nom l'indique, nous parlons principalement du Paris Saint-Germain. Et je vais aller directement droit au but en vous demandant à vous, en tant qu'expert et journaliste sportif, qu'est-ce que vous pensez du Paris Saint-Germain de cette saison? Je pense que mon constat va être partagé par vous et le plus grand nombre. C'est l'équipe qui est en énorme progression, avec une maîtrise, un jeu collectif beaucoup plus léger, des tâches défensives qui sont un peu plus partagées par tout le monde, notamment Zlatan. C'est une équipe, oui, qui a accru énormément sa maîtrise et ça fait, je sais pas, ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas vu une équipe française maîtriser autant son sujet. Donc ce Paris Saint-Germain me fait plaisir et m'impressionne. Et est-ce que vous étiez sceptique du fait que ce soit Laurent Blanc le coach au début de la saison? J'attendais un peu de voir Laurent Blanc confronté à toutes les stars du Paris Saint-Germain. Ouais, j'étais assez sceptique. En plus, je pense que Laurent Blanc, je ne sais pas si je le dirais comme ça, mais était peut-être un peu convalescent après son euro où il avait été plus ou moins injecté de la fédération par Noël Le Graët. Il avait plutôt un bilan comptable avec les Bleus extrêmement fort, extrêmement bon, mais les deux derniers matchs contre la Suède et contre l'Espagne avaient mis un voile un peu sur son bilan, également son rapport avec les joueurs qu'il avait retenus, qu'il avait sélectionnés. Ça avait mis un peu un coup de canif dans son autorité de manager. Donc j'attendais un peu, ouais, de manière un peu sceptique, Laurent Blanc au Paris Saint-Germain, mais finalement au bout d'un mois, un mois et demi, avec l'entrée en lice peut-être de Paris en Ligue des Champions, tous les doutes se sont envolés, quoi. Ouais. Et est-ce que, donc, comme vous le disiez, aujourd'hui vous êtes complètement convaincu de Laurent Blanc ou vous avez encore quelques doutes, notamment à l'approche de gros événements comme le match face à Chelsea? Là, on va dire que les compteurs sont remis à zéro. Parce que Laurent Blanc, c'est pas Laurent Blanc, c'est le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, c'est le money time. Ils vont rencontrer Chelsea la semaine prochaine. Et que pour l'instant, durant la saison, leur parcours en Ligue des Champions, avec les adversaires rencontrés, pour l'instant, c'était extrêmement logique et normal qu'ils dominent leurs adversaires. Là, on va arriver face à Chelsea et là, on va vraiment jauger Laurent Blanc et ce Paris Saint-Germain-là par rapport à leur parcours de l'an dernier. Est-ce que vraiment ils sont en progrès? Est-ce que vraiment cette équipe est en progrès? Voilà, donc je suis pas sceptique, j'attends en fait. J'attends pour voir et je trouve que le match contre Chelsea est vachement intéressant, quoi, pour mesurer les progrès de cette équipe. Ouais, mais non, je suis pas sceptique, je vais regarder avec énormément d'intérêt, quoi, cette double confrontation. Vous n'avez pas peur que le maître tacticien Mourinho, on va dire, écrase entre guillemets Laurent Blanc ou Jean-Louis Gasset pour les mauvaises langues? Ouais, mais je pense que c'est pas tellement dans la. Enfin, pour moi, je le vois pas comme ça. C'est plutôt ce qui m'intéresse et ce qui m'inquiète peut-être au sujet du Paris Saint-Germain, c'est le profil d'une équipe comme Chelsea qui n'a pas besoin d'avoir la maîtrise du ballon pour être dangereux. Moi, je me souviens d'une partie qu'avait fait Chelsea en début de saison lors de la Super Coupe d'Europe et qu'affrontait le Bayern. Et cette partie-là avait été extrêmement intéressante pour juger
de cette équipe qui va être vraiment mis au banc d'essai par Chelsea. Et là, on va vraiment voir la nature de cette équipe et la force de cette équipe. Voilà. Donc, mais je suis un peu inquiet quand même pour le Paris Saint-Germain. Voilà, par rapport Oui, à ça. justement, ce que j'allais vous demander, qu'est-ce que vous pouvez dire aux supporters du PSG qui nous écoutent ce soir pour les rassurer, entre guillemets? Est-ce qu'il y a vraiment il y a forcément des trucs d'être confiant, on va dire, des motifs, mais quels seraient les motifs justement d'être confiant pour ce match-là? Ah bah ouais, mais ça c'est... enfin, je suis pas forcément ni à les rassurer ni à les inquiéter. Je trouve que c'est vachement bien, pour une fois, dans le match du PSG, d'avoir un peu d'incertitude. Généralement, cette saison, lorsque le Paris Saint-Germain rencontrait tous les adversaires, Paris était logiquement favori. On s'est même parfois ennuyé, c'est pas par rapport au jeu du Paris Saint-Germain qui est brillant, mais par rapport au manque de position que fournit l'adversaire. Et là, le fait d'être inquiet, c'est qu'on rentre vraiment dans l'essence même du sport, c'est l'incertitude du sport. Donc l'intérêt du sport, bah, Paris peut gagner, mais Paris peut perdre aussi. Voilà. Donc là, moi, je trouve que c'est plutôt excitant, quoi. Là, on arrive vraiment dans les moments extrêmement excitants, parce que extrêmement inconfortables, où tous les scénarios sont possibles, en fait. Et la défaite du Paris Saint-Germain, l'élimination du Paris Saint-Germain, mais aussi la qualification du Paris Saint-Germain. Ça sera un match très difficile. Ouais. Ouais, ça, je pense que tous les supporters, si on leur dit ça, vont dire bah oui, oui, ouais. Je pense qu'on est d'accord, quoi. Mais c'est excitant, c'est extrêmement excitant. Ouais, bah, puis aussi, on n'oublie pas d'où le PSG vient, donc forcément, en si peu d'années, ça joue aussi. Je vais demander à Jean si Jean a une question pour notre invité du soir, Monsieur Ménard. Oui, bonsoir Olivier. Donc Bonsoir. moi je voulais revenir un petit peu donc sur les dernières déclarations récentes de Jérémy Ménez, à savoir bon qui s'est estimé un petit peu le mal-aimé du PSG, l'incompris. Je voulais avoir un petit peu votre ressenti justement sur ce dossier-là. Bah, Jérémy Ménez, oui, c'est peut-être un peu son sentiment, mais quand on regarde les parties du Paris Saint-Germain, et notamment de Jérémy Ménez, on a l'impression qu'il plafonne surtout, qu'il ne comprend pas les erreurs qu'il commet en cours de match. Il y a un problème avec Jérémy Ménez, c'est sa concentration en cours de match. Il est génial quand il a le ballon dans les pieds, et puis quand il l'a perdu, il a l'impression que le football s'arrête. Et ça, je crois que cette difficulté il l'a depuis le début de sa carrière. C'est un super joueur balle au pied, mais le football, ça joue aussi dans le mouvement, dans les appels, dans les faux appels. Et là, on a l'impression qu'il rebranche son cerveau, sa concentration au moment où simplement il a le ballon dans les pieds. Voilà. Et je crois qu'il est encore comme ça. Il est toujours dans l'idée que à chaque match, il peut faire la décision. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui fait des différences, qui élimine, qui a un gros volume de jeu. Mais, on a l'impression qu'il n'arrive pas à passer ce cap. Le cap du jeu sans ballon, le cap du je vais faire les efforts, le cap du je vais me battre pour les copains, je vais me replacer. Voilà, j'ai l'impression que ça l'intéresse pas, quoi. Alors Oui, est-ce que ça vient peut-être d'une surévaluation de son talent? Je sais pas, ou d'un manque d'évaluation de ses forces et par rapport à ce qu'il a encore à faire. On a l'impression qu'il bute, il avait buté à la Roma, il avait buté dans ses clubs précédents, mais il bute pour toujours les mêmes raisons. Donc là, je pense qu'il y aurait peut-être un petit examen de conscience de sa part à avoir pour justement franchir ce palier. Oui, parce qu'effectivement c'est vrai que ça reste du domaine de la nonchalance et bon au fur et à mesure il a toujours pas compris ça quoi. Mais je sais pas si c'est de la nonchalance, j'ai l'impression que il débranche, quoi. Pour lui, le foot, c'est balle au pied, et c'est certainement sa sensibilité, c'est ce qui fait sa force, mais c'est ce qui fait aussi sa limite, en fait. C'est, bah, le ballon est plus en jeu, je vais plus faire un appel, j'ai plus faire un leurre pour le copain, non, non. Alors s'il y a que des footballeurs comme ça qui jouent que dans les pieds, il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de décalage, il n'y a plus que peut-être des dribbleurs, ce qui est vachement bien, le dribble. Mais c'est une des palettes et c'est pas la palette. C'est vrai qu'effectivement, oui, c'est sûr que c'est pas un Cavani qui est sur le terrain se dépense à tout va, bien évidemment. Donc je voulais aussi vous poser une question donc, bon, sur les rumeurs éventuelles qui concernent le PSG, à savoir bon, Varane,
Paul Pogba. Je voulais savoir, bon, vous, ce que vous en pensiez, si c'était plutôt de l'intox et du domaine vraiment du mercato, ou alors il y avait quand même, comme on dit, pas de fumée sans feu, quoi. Non, Pogba, je crois que Varane, je suis assez surpris, mais parce que Varane au Real, il quittera pas le Real. Moi, je pense pas. Pogba, je pense que le dossier est lancé depuis déjà, on va dire quelques mois, voire même un an à peu près, une saison. Donc, c'est fort possible. Là encore, j'attends ce jeune joueur au tournant. Qu'est-ce qu'il va faire dans un milieu à 3 qui fonctionne plutôt bien, où il va trouver sa place, où voilà. Là, c'est Pogba, oui, mais pourquoi, pour qui, voilà. Est-ce que pour lui, d'avoir une place de titulaire qui soit pas assurée, ça soit quelque chose, un gage de progression pour lui. C'est quand même un jeune joueur. Mais non, je pense que oui, il n'y a pas de fumée sans feu, comme tu le disais, et je pense qu'il pourrait bien, ouais, je pense qu'il pourrait bien venir après la Coupe du Monde, ouais, c'est sûr. Ouais. D'accord, bon, bah, déjà, c'est une bonne nouvelle. Et justement, donc, je voulais revenir aussi et avoir votre avis également sur, bon, on a vu que le jeune Ogenda a prolongé son contrat. Je voulais savoir, vous, votre ressenti concernant justement les jeunes joueurs issus du centre de formation qui potentiellement pourraient être en pro, et le projet justement des Qataris, dans le sens où il faut voilà, avoir des noms et pas forcément trop laisser la place aux jeunes joueurs. Bah oui, ça c'est C'est le en paradoxe, quoi. général, le modèle économique des clubs français, c'est de former pour vendre, parce que ça rentre pour eux dans un modèle économique de financement de leur club. Là, le Qatar, c'est un modèle qui est hors modèle économique classique, c'est-à-dire que l'argent pour eux n'est pas un problème. Donc, la formation au Paris Saint-Germain et aller au centre de formation au Paris Saint-Germain en espérant éventuellement pouvoir jouer dans l'équipe première, moi je pense que c'est un vœu pieux ou une promesse d'alcoolique, quoi. C'est pas, enfin, puis même dans la tradition même du Paris Saint-Germain, ça n'a jamais été tellement un club formateur. Lors des années un peu noires du Paris Saint-Germain, il y a 4, 5 ans, 6 ans, lorsque les Qatariens n'étaient pas encore arrivés, tout le monde se disait, mais on doit avoir un centre de formation performant, mais le nombre de joueurs qui jouent en Ligue 1 sont majoritairement ou en grande majorité issus du bassin parisien. Mais c'est pas dans la culture du club. Si on se penche sur la culture du club du Paris Saint-Germain, enfin, la culture peut-être des années 80, c'était déjà une culture un peu paillette, quoi, imprimée par le président Borelli. Il fallait avoir des artistes, il fallait avoir des joueurs un peu confirmés, pas forcément des joueurs en devenir. Et puis, autre exemple également d'un joueur sorti du centre de formation du Paris Saint-Germain, c'était Nicolas Anelka. On a vu qu'il est directement parti à Arsenal, et après le Real, puis il est revenu au Paris Saint-Germain. Ça n'a pas été en plus un franc succès, mais je crois beaucoup à l'histoire des clubs. On ne peut pas se lancer comme ça du jour au lendemain dans la formation, quoi. Et puis là aujourd'hui en plus le grand plafond pour que les jeunes puissent sortir et évoluer en équipe première, c'est l'avantage du Paris Saint-Germain, c'est l'argent. Ils peuvent acheter des joueurs directement confirmés, des stars. Donc là, d'avoir un petit même prometteur, une petite pépite qui puisse faire quelques apparitions en équipe première, c'est très difficile, parce que dans une période où tu as 17, 18, 19 ans, c'est une période encore de post-formation où il faut avoir un minimum de temps de jeu pour pouvoir progresser, pour pouvoir s'aguerrir. Et aujourd'hui, économiquement, le club du Paris Saint-Germain, enfin avec sa puissance économique, ne peut pas permettre à ces jeunes joueurs d'avoir une continuité dans la performance. Donc, Léo Genda qui a signé et d'autres joueurs qui ont signé, c'est peut-être très bien pour eux, mais moi, si j'étais leur conseiller, j'irais peut-être voir ailleurs, dans des clubs peut-être avec peut-être enfin, moins puissants financièrement, mais où le joueur apprendrait son métier, parce que voilà, footballeur professionnel, il y a footballeur et surtout professionnel, donc c'est un métier. Donc voilà pour mon truc, mais je pense que j'enfonce des portes ouvertes, hein. Je pense que c'est pas. Ben non, non, justement, vous avez entièrement raison, parce que c'est vrai qu'il faut pas que les jeunes se voilent la face en se disant, bon, voilà, en perdurant, je vais peut-être arriver en équipe première. Non, c'est vrai que, voilà, à partir du moment où il y a les moyens, on sait tout de suite que ça réduit effectivement directement au niveau formation. Ouais, exactement. Mais c'est à la fois l'avantage et
côté de ça, nous, ça ne nous empêche pas de les suivre, bien évidemment, parce que c'est quand même, voilà, c'est un vivier. Mais bon, et donc pour rebondir, je voulais savoir, vous à l'heure actuelle, quel joueur préférez-vous au PSG? Verratti. Verratti. Ouais, ouais, Marco Verratti, ouais, il est plaisant. Ben, Zlatan, évidemment, oui, Zlatan, évidemment, ouais, parce que Zlatan sort des trucs extraordinaires. Même si parfois sur des trucs il m'agace parce que sur des trucs très simples il peut foirer les choses. Il sort des trucs géniaux pendant un match, quoi, des trucs que seul lui crée, quoi. C'est une création permanente. Non, Verratti j'aime bien ses risques, ses dribbles courts, c'est un joueur qui fait lever un stade. Après j'aime bien aussi Thiago Motta. Parce que c'est le cerveau de cette équipe, c'est celui qui gère les temps forts, les temps faibles, c'est le starter de jeu. Ah bah c'est le régulateur, tout à fait. Enfin, c'est la colonne vertébrale de cette équipe. Et puis, non, le petit chouchou c'est Verratti, le génie c'est Zlatan, et puis le cerveau c'est Motta, et puis la classe aussi de Thiago Silva derrière. Enfin, je pense que là encore, hein, là encore, je ne fais pas dans l'originalité, je pense que voilà. Mais comme ça, ouais, Verratti, lors du match contre Saint-Etienne, il n'était pas titulaire. Au moment où il est rentré, il a fait 2-3 gris-gris, 2-3 trucs, des combinaisons, je sais plus, avec un de ses potes au milieu ou avec un attaquant, et tout de suite il se passait quelque chose, quoi. C'était plutôt sympa et plaisant à voir. Ah bah c'est sûr que c'est un joueur qui donne voilà, vraiment de sa personne et bon, il en a sous le pied, hein, on n'est pas fou, ça c'est sûr, je suis bien d'accord. Eh bien Olivier, je vous laisse avec Gabriel. Ouais. Ouais, ok. Je vous remercie et merci de votre temps. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous, Jean. Bonne soirée. Mais bonsoir, vous parliez de Zlatan et justement, Mourinho a déclaré tout à l'heure que Zlatan est encore plus dangereux quand il a une idée précise en tête. On sait que Zlatan, pour la presse étrangère, il y a une censée malédiction par rapport à la Ligue des Champions. Est-ce que vous ne pensez pas que cette année, c'est pas forcément, enfin justement, ça va pas être le PSG, que ce serait l'année de Zlatan en Ligue des Champions? Ouais, je pense qu'on l'espère tous, mais là encore, je reviens encore à la première idée que je développais lorsque Paris rencontrait Chelsea. Zlatan, lui aussi, c'est son heure de vérité. Et le fait qu'il marque énormément de buts et qu'il est à son quart de but en une saison sur la Ligue des Champions, c'est peut-être un indicateur, mais je trouve que non, le grand test qui va permettre d'évaluer Zlatan, là encore, c'est contre Chelsea avec des défenseurs, Cahill et Terry extrêmement rugueux, extrêmement agressifs, avec beaucoup d'intensité, un milieu également assez gratteur. Je pense qu'il va y avoir du souci. Mais je pense qu'il y aura du souci pour le Paris Saint-Germain, c'est peut-être dans la préparation, dans le lancement des actions en fait. Avec le cerveau Thiago Motta qui pourrait être un peu ciblé par l'équipe de Chelsea pour éviter à Paris de lancer le jeu en fait. Là je pense qu'il y aura un pressing pour couper l'alimentation de Zlatan. Zlatan peut-être dézonerait pourrait revenir au centre et là il ne peut pas non plus dribbler toute l'équipe de Chelsea pour aller marquer. Enfin c'est ce que je lui souhaite, ça serait extraordinaire, mais voilà. Donc là tactiquement il y a des choses en place, qui vont être mises en place, moi qui m'intéressent, quoi, qui me plaisent bien, qui m'emballent bien. Ouais, évidemment, on pense beaucoup à Zlatan parce que c'est donc cette ancienne malédiction. On sait que Zlatan a eu pas mal de problèmes aussi avec Guardiola. Il y a eu Samuel Eto'o qui a fait une sortie sur beIN Sport, c'est de la semaine dernière par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez finalement de tous ces joueurs qui envoient la Guardiola alors que on en parle comme le meilleur coach du monde? Est-ce que vous pensez qu'un coach comme Guardiola est inattaquable par rapport à son talent, ou finalement il peut avoir, comme le disent Eto'o ou Zlatan, des défauts et des formes d'incompatibilité avec certains grands joueurs? Qu'il ait des incompatibilités avec des grands joueurs, oui, ça fait partie de la nature des rapports humains. Après, Zlatan et Eto'o, c'est deux joueurs qui ont des très très forts égos, quoi. Donc, en général, un avançant pense un peu à sa gueule. Il a besoin de se sentir adulé par son entraîneur. Si Eto'o et Zlatan, ils ont un point commun, c'est pas Guardiola, c'est l'émergence de Messi. Quand Messi commence à devenir l'option
numéro 1 en attaque, évidemment que ça peut poser un problème à des égos comme Zlatan et Eto'o qui, pour eux, sont le système solaire, enfin en tout cas sont le soleil, tout le système tourne autour d'eux et tout d'un coup, au détour de l'émergence d'un Messi, ça tourne plus autour d'eux. Donc peut-être que Guardiola essaie de leur expliquer gentiment, mais je pense qu'ils peuvent pas le comprendre, quoi. C'est les critiques qu'ils font sur Guardiola pour moi sont pas justifiées, mais ça en dit plus sur eux et sur leur ego que sur le management de Guardiola. Voilà. Oui, évidemment, ça fait partie de la grande polémique de cette semaine, hein, de ce qu'a pu dire Samuel Eto'o. Et justement, par rapport à ce PSG-Chelsea, on va en revenir aussi une petite minute. Qu'est-ce que vous craignez, qu'est-ce que le PSG doit craindre le plus de Chelsea? Quel est l'élément londonien que le PSG doit vraiment craindre? L'élément londonien, je sais pas s'il va titulariser Ramirez. Ramirez pour les... Ramirez, peut-être Oscar. Ramirez. Ramirez est dans l'impact et dans la récupération de la balle, dans la projection tout de suite d'entrée. Voilà, ça me fait un peu peur pour le Paris Saint-Germain. Et puis éventuellement, alors là, c'est une question que je pose et je sais pas la réponse. Ce serait Hazard contre Jallet, quoi. Là, il y aura un duel qui m'inquiéterait au plus haut point si Laurent Blanc décide de titulariser Christophe Jallet. Là, je pense qu'au niveau de la vitesse, au niveau des 1 contre 1, là, ça peut faire mal, quoi. Voilà, Ramirez et Hazard si Jallet joue. Voilà. Oui, et ça fait bien sûr partie de toutes les questions que se posent les supporters du PSG. On sait que c'est évidemment un peu la folie, hein. Vous avez dû le suivre comme tout le monde, un petit peu la course au billet pour ce fameux PSG Chelsea avec ses prix complètement démesurés. Et sur ça, on va vous remercier énormément de nous avoir accordé du temps pour parler un petit peu du PSG et tout. Et on va vous poser une simple... Je vais juste vous poser une petite question quand même avant de finir. On la pose à tous nos invités. Est-ce que vous pensez que le Paris Saint-Germain peut gagner la Ligue des Champions cette saison? Non. D'accord, merci. Et c'est très rare qu'on nous dit non, vous savez. Non, je pense qu'il y a des clubs qui sont plus forts. Qui sont plus éprouvés. Et il y a le Paris Saint-Germain, ça fait 3 saisons que les Qatariens sont là. Cette équipe-là, elle est née, on va dire, la saison dernière. Et pour l'instant, il y a quoi comme match, on va dire, référence? C'est le Barça l'an dernier en quart de finale. Ils n'ont pas gagné. Et là, ils se retrouvent 1 an plus tard à disputer ce match-là. Il me semble, par rapport à l'histoire de cette équipe, il me semble trop tendre. Voilà. Je souhaiterais avoir évidemment tort, mais je pense que non. Je pense qu'ils sont trop courts. Ils sont trop courts par rapport au Bayern, notamment. D'accord, merci. Donc voilà, sur ça, je disais, on va vous remercier beaucoup d'avoir du temps et rappeler que vous êtes évidemment sur l'équipe 21 la semaine avec l'équipe du soir qui est vraiment une des grandes réussites et que ici tout le monde adore. Ah oui. Sur un de la communauté. Et le Snick Close, bien évidemment.